comment est-ce que je vais câbler mon cerveau pour repérer dans mon quotidien des histoires qui ensuite vont être au service de choses que je vais pouvoir raconter. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens à quel point c'est important d'avoir du charisme, d'avoir du leadership et de générer cette capacité à parler. Alors que quelqu'un qui dit « moi je me prépare pas parce que je veux être authentique », en fait cette personne elle est pas authentique, elle est mal à l'aise, elle est maladroite, elle est mauvaise, elle sait pas quoi raconter et elle est surtout pas du tout captivante. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il existe plein de situations dans lesquelles on a besoin d'être convaincant et d'embarquer notre auditoire sans nécessairement faire un one-man show sur la scène du Jamel Comedy Club. La vie d'un investisseur est jonchée de ces situations, que ce soit pour solliciter le financement d'un projet auprès d'une banque ou d'un partenaire, convaincre son employeur d'augmenter son salaire, négocier l'achat ou la revente d'un actif non coté. Et bien que ces situations soient fréquentes, on est souvent très mal préparé pour y faire face, ou du moins pour influer efficacement sur le résultat. Comment y remédier, dompter l'art du storytelling pour gagner en impact sur nos interactions? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Franck Marchex, notre invité du jour. Franck est auteur, hypnothérapeute et hypnocoach. Il est surtout expert en art oratoire et en storytelling. Et si tu suis le podcast depuis longtemps, tu sais qu'il est intervenu déjà ici pour parler de négociation dans les tout premiers épisodes. Au cours de la conversation, on verra comment capter l'attention de quelqu'un ou l'embarquer dans une aventure. Est-ce que le storytelling est une compétence innée et dans quelle mesure elle peut être travaillée? Quelles sont les manières de rendre une histoire captivante sans être un grand orateur? Y a-t-il des formats plus adaptés que d'autres? Comment construire et alimenter son stock d'histoires vraies à raconter? Et quelles sont les fausses idées au sujet du storytelling? Un épisode qui te donnera des clés pour améliorer ton impact à l'oral. Et si ça t'intéresse de creuser plus, tu peux aussi commander le livre de Franck qui va sortir fin août, qui s'appelle « Comment devenir intéressant ». Avant de commencer, comme de coutume, j'adresse un mot de remerciement au soutien du podcast qui nous aide à être plus visible au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou de partage sur LinkedIn. Merci à Charles Jacob de Alti Trading pour la mention sur son post LinkedIn la semaine dernière. Allez, on démarre notre conversation sur l'art de dealer des histoires avec Franck. C'est parti. Salut Franck, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut! Bienvenue de retour sur le podcast. Ça fait très plaisir de te retrouver pour parler storytelling, un truc un peu différent dont on n'a jamais parlé de ça sur le podcast, donc c'est la première. Pour les gens peut-être qui n'ont pas déjà écouté sur un excitant épisode de la négociation qu'on avait quand même repassé 2 fois, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Bah écoute, je suis un ancien hypnothérapeute et hypnocoach. J'ai eu mon cabinet pendant un petit peu moins de 20 ans, où j'ai vu beaucoup de gens, tu vois, avec une cote mal taillée, c'est plus de 10 000 heures en face à face avec des clients, et plus entre 3 et 4 000 clients, sans parler des conférences ou des gens en formation. Ça, c'est vraiment individuel. Et aujourd'hui, je suis principalement auteur, c'est-à-dire que j'écris des livres. Certains qui sont auto-édités, d'autres qui sont chez Hachette ou Diathéno, qui est la maison Guitre Daniel. Et en dehors de ça, je travaille principalement avec des leaders ou des chefs d'entreprise pour les aider en fait à libérer leur parole, être plus efficaces lorsqu'ils s'expriment. Donc je fais beaucoup de coécriture avec eux. Certaines fois, c'est de la coécriture de one-man show. D'autres fois, c'est de la coécriture de la mise en scène de conférences. Donc aujourd'hui, j'ai privilégié cet axe-là, avec une particularité qui est le storytelling hypnotique, puisque moi j'utilise mon ADN de l'hypnose pour vraiment apporter une plus-value à mes clients, quelque chose qui pour l'instant n'existe pas trop dans le domaine actuel en fait de la rhétorique et de la narration. Il y a vraiment cette particularité de l'hypnose et de la structuration avec des arcs narratifs un peu spécifiques qui est lié à la structure de notre cerveau. Donc j'essaye de relier un peu la rhétorique quantique avec les neurosciences. C'est vraiment ce qui me passionne aujourd'hui le plus. Et toi, tu parles la plupart du temps avec des donc entrepreneurs, des gens qui ont besoin de parler en public, à des foules, enfin à des groupes en tout cas. Est-ce que tu vois aussi d'autres types de personnes à qui tu donnes aussi des conseils sur justement tout ce qui est être un peu captivant, ce dont on va discuter aujourd'hui, faire du storytelling. Ce qui, toi, va t'intéresser ou intéresser tes auditeurs, c'est que, oui, il y a spécialement les gens qui sont dans la négociation, les gens qui ont besoin, en fait, là aussi, d'être extrêmement efficaces rapidement, que ce soit pour capter l'attention de quelqu'un,
ou que ce soit pour embarquer cette personne dans entre guillemets, dans une aventure, parce qu'en tant qu'entrepreneur ou investisseur, on a besoin soit d'être capable d'embarquer un groupe de personnes, ou des fois un seul associé, mais des fois c'est un groupe de personnes, dans notre, comment on pourrait dire ça, dans notre délire à nous, c'est-à-dire dans notre projet. Et là, il faut les captiver. Il faut réussir à leur vendre, ou du moins à faire en sorte qu'ils aient envie de l'acheter. Moi, je suis plutôt de cette école-là, de dire l'excellent vendeur ne vend pas, il se fait acheter. Ouais, et donc, tout l'enjeu, c'est d'être assez captivant pour que la personne ait envie de faire partie du projet. Et donc, la personne qui te dit, mais attends, Franck, comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour bosser avec toi? Comment on fait pour aller dans ton équipe? Comment on fait pour aller dans ton projet, pour investir dans ton truc et tout? C'est ça, en fait, j'allais dire, le déclencheur qui te fait dire, ouais, là, j'ai vraiment réussi ma négo, j'ai vraiment réussi ma vente. Et quand on parle d'être captivant, justement, de savoir se vendre, il y a toujours une composante entre ce qui est inné et ce qui peut se travailler, en fait. Oui. Comment tu vois les choses, toi? Enfin, voilà, on n'est pas tous nés, on n'est pas tous nés sous la même étoile, comme dirait l'autre, mais non, voilà. c'est comme le dessin. C'est comme le dessin. Tu as des gens qui vont naître avec une capacité particulière au dessin, et tu as ceux qui et ensuite tu as deux équipes. Tu as ceux qui vont développer encore plus cette capacité et donc devenir encore meilleurs, mais aussi à force de travail, à force de persévérance, à force vraiment d'entraînement. T'as ceux qui vont un petit peu se reposer sur leur laurier en disant bon, ben voilà, je suis déjà bon ou j'ai déjà du talent, donc je fais pas vraiment beaucoup d'efforts. Et là, c'est dommage parce que c'est un peu comme donner de la confiture au cochon, hein, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment quelque chose d'assez talentueux, mais ils ne le développent pas. Et le problème, c'est qu'ils vont rester avec une sorte de plafond de verre, ils vont jamais dépasser cette compétence. Et puis, tu as ceux qui vont naître sans cette capacité innée. Et là aussi, tu as deux équipes. Tu as ceux qui ne naissent pas avec ça, mais qui vont réellement le développer par force de travail, de persévérance, d'acharnement. Ils vont être capables de devenir vraiment très bons, voire meilleurs que certains qui ont du talent sans l'avoir travaillé. Et puis, tu as l'autre équipe qui, eux, ils sont pas nés avec ça et ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que ils voient pas l'intérêt, ils ont aucun, comment dirais-je, aucune appétence particulière au fait de dire ouais, j'ai envie d'en faire un outil ou une compétence particulière. Et là, ils sont nés mauvais, ils vont rester mauvais, quoi. Ouais. Je pense que les gens qui écoutent sont plutôt de la première partie catégorie en tout cas. Et c'est intéressant de savoir voilà, à quel point en fait ça peut quand même être quelque chose avec une certaine méthode et rigueur et consistance, j'imagine, et régularité. Il y a énormément de méthodologie dans la prise de parole. Il y a énormément de méthodologie dans la prise de parole, dans la narration, dans la négociation, dans la rhétorique. Il y a énormément de méthodologie. Pendant longtemps, moi, j'avais cette impression de dire ouais, c'est un talent que j'ai beaucoup travaillé à force de prendre la parole, à force de me présenter sur scène. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre très jeune, et puis ensuite, je suis tombé amoureux de la scène. Que ce soit, j'ai été prof de danse pendant quasiment 15 ans. J'ai aussi développé beaucoup de conférences pour développer mon propre business. Moi, j'avais des clients avant même d'être diplômé parce que je parlais tellement de ce que je faisais que les gens avaient déjà envie de faire partie de l'aventure, entre guillemets, en venant me consulter, que moi, ça n'a jamais été difficile de développer mon business grâce au fait de prendre la parole. Maintenant, effectivement, ça va dépendre ce qu'on va en faire par la suite. C'est-à-dire que est-ce que je veux vraiment, mais complètement prendre du temps et décortiquer la façon dont la technique est faite, soit je me laisse aller. Et moi, pendant longtemps, je me laissais aller. C'est-à-dire que je lisais beaucoup de choses, mais j'étais plutôt en train de programmer mon inconscient. Et en fait, là, j'ai rencontré depuis 2 ans un partenaire avec qui je travaille, qui s'appelle Vincent Boss-Bousquet, qui lui a un cerveau analytique. Et quand il voit le travail qu'on fait en conférence, le travail qu'on fait dans les formations ou dans la coécriture, il est capable de dire, ok, là, à ce moment-là, tu as fait ça de telle manière, tu as fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on est en train de créer, par exemple, une grosse université de la prise de parole. Et effectivement, on est aujourd'hui avec des modèles, parce que c'est vraiment un fou des modèles. Moi, je l'étais déjà beaucoup avant, mais j'avais du mal à les concrétiser.
Et le fait de travailler avec lui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que derrière tout ce qu'on fait, il y a vraiment des stratégies qui sont vraiment extrêmement pointues sur on ne fait pas les choses par hasard. Tu vois, par exemple, une entrée de prise de parole, dans la rhétorique quantique, on appelle ça une exorde. Une exorde, c'est les 2 premières minutes d'une prise de parole. Moi, j'ai appelé ça un Dark Vador parce que pendant longtemps, j'étais incapable de me rappeler du mot exorde. Donc, moi, j'ai appelé ça Dark Vador en disant si un jour je vois Dark Vador monter sur scène, je devrais m'en rappeler au moins jusqu'à la fin de sa prise de parole, voire jusqu'à la fin de ma vie. Donc, l'ambition d'un conférencier pendant ces 2 premières minutes, c'est de provoquer le même Dark Vador. Tu vois, c'est de faire en sorte qu'on a vraiment envie de l'écouter dès le début. Là, aujourd'hui, on a identifié 12 formes de Dark Vador différents. Que ce soit des statistiques, que ce soit en question rhétorique, que ce soit en storytelling, que ce soit en objet étrange. En fait, tu vois, on a repéré 12 formes de Dark Vador. À chaque fois qu'on voit une prise de parole aujourd'hui, nous, on a tendance à aider nos clients à dire, OK, toi-même, quand tu regardes une prise de parole, est-ce que tu es capable déjà de décrypter par quoi la personne a commencé? Et maintenant que toi, tu vas prendre la parole dans ta réunion, ou imaginons dimanche devant toute ta famille, ou lors du prochain conseil municipal, ou lorsque tu vas devoir discuter avec ton patron, ou lorsque tu vas faire une conférence ou une prise de parole spécifique, par quoi vas-tu commencer? Comment vas-tu les capter dès les premières secondes, dès les premières minutes? Tu as 1 minute, 1 minute 30, grand maximum 2 minutes pour captiver ton audience, et même on sait qu'aujourd'hui, en 15-20 secondes, on se fait déjà un avis sur la personne qui est en face de nous. Ok, comment tu vas les captiver tout de suite? Tu as 12 façons de le faire. Choisis ton camp, entre guillemets, voire même mélange-les. Donc là, on est à 12 exponentiels. Donc automatiquement, tu les mélanges et tu vois ce que ça donne. Là, on se rend compte que la technique apporte véritablement une plus-value pour permettre aux gens d'être beaucoup plus captivants sans devenir forcément ou sans faire appel à cette idée que oui, ça doit être inné, je dois être capable d'être captivant parce que je suis né avec ça. Non, si tu le travailles, si tu as des vraies stratégies derrière, si tu apprends, tu vas être quand même capable de le faire malgré ce manque de talent ou ce manque de compétences innées. Tu vas pouvoir le faire. Et ceux qui l'ont déjà, alors là, après, ça les amène à des niveaux, tu vois, un truc très moderne, on va dire, à un niveau quantique de capacité d'être captivant. Mais tout le monde est capable de le faire. Ça, c'est une certitude. Et il faut juste avoir envie. Yes, justement, je voulais t'emmener avec toi sur les manières en fait de peut-être rendre une histoire captivante et pas forcément dans l'idée d'être un grand orateur. Hein. Je pense que les gens, et moi inclus, c'est vraiment juste en fait de pouvoir actionner quelque chose chez la personne qui va entendre le message, qui va faire que la personne va être beaucoup plus réceptive. Il y a une crédibilité qui se passe, une chaleur, quelque chose qui va influer en notre faveur. Donc voilà, on place pas la barre forcément très haute, hein, mais si on pouvait... ouais. Si je m'essaie à donner quelques tips comme ça, tu as évidemment d'abord la notion d'intention. C'est-à-dire que quand tu discutes ou quand tu es en face d'un groupe, effectivement, si tu es passionné par ce que tu racontes, par définition, tu vas être beaucoup plus captivant. Parce que toi-même, entre guillemets, tu es captivé par ton sujet, ta thématique, ce que tu as envie de partager, etc. Donc, oui, le fait d'être soi-même vraiment dans l'intention et dans cette idée de ce que je dis me plaît d'abord, effectivement, il y a plus de chances que je captive les gens. Ensuite, les gens font souvent une erreur quand ils parlent, ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle le récit. Parce que nous, on a nommé le récit, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très chronologique. D'abord j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça, puis ensuite j'ai fait ça, puis après j'ai fait ça, puis machin. Et ça, le problème, c'est que cette rythmique-là, cette structure-là, elle embarque notre cerveau dans un ennui, dans une sorte de ronron qui fait qu'au bout d'un moment, comme on est sollicité par un SMS qu'on vient de recevoir, par un WhatsApp, par un Telegram, par un mail ou par un appel, que sais-je, ou même une idée qui nous traverse et qui est plus intéressante que ce qu'on est en train d'entendre, en fait, on va déconnecter complètement de l'orateur. Parce que son récit n'est pas intéressant. Donc l'ambition, c'est d'apprendre à transformer un récit en histoire. Et comment on fait pour transformer un récit en histoire? C'est que de l'aspect très chronologique, on va commencer en fait à déconstruire l'histoire pour commencer à raconter la fin sans vraiment la raconter. C'est par exemple ce qu'on appelle un micro-spoiler. C'est-à-dire que si à la fin, je dis que j'ai échappé à je sais pas quoi, moi... imaginons que je raconte n'importe quel type d'histoire et à la fin il y a un processus un peu particulier dans l'histoire, soit les gens vont commencer par ça mais en réalité ils vont nous casser la chute parce qu'ils vont raconter ça en premier,
Ouais, tu te rends compte, j'étais en train de me balader dans la rue et puis tout d'un coup, j'ai vu 6 personnes courir vers moi et puis j'ai cru qu'elles allaient me braquer et en réalité, c'était des jeunes qui étaient en train de jouer à je sais pas quoi. Okay. Et là, en fait, il n'y a plus d'enjeu puisqu'ils viennent me casser en fait l'enjeu. Par contre, si je commence à raconter en disant j'étais en train de me balader dans la rue et puis à un moment, j'ai vu ces six personnes et là, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter, quoi. Parce que quand je les ai vus venir vers moi avec cette air-là, ça a été terrible. Mais il faut d'abord que je te raconte par quoi ça a commencé. Et là, en fait, ton cerveau, il vient déjà de commencer à créer ce qu'on appelle une boucle, une parenthèse. C'est qu'il a déjà une partie de la fin. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc dans ton cerveau qui dit « j'ai envie de savoir ». Et là, on va casser, on va mettre en fait ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est-à-dire qu'on va couper, on ne finit pas l'histoire. Et là, on va commencer à... Mais avant ça, il faut quand même que je dise, parce que j'étais en train de sortir d'eux, ton cerveau, il est en train de dire, je m'en fous d'où tu sors, raconte-moi ce qui se passe avec les 8 personnes qui te sautent dessus, toi. Sauf que là, tu es en train d'hameçonner la personne, tu es en train de lui mettre un hameçon dans la joue, et là, tu pourrais l'emmener quasiment n'importe où. Et ensuite, tu as des processus qu'on appelle de gestion d'attente, c'est-à-dire que tu vas commencer à raconter, puis tu vas arrêter, puis tu vas re-raconter, puis tu arrêtes, puis tu re-racontes, et là, tu vas gérer de l'attente. Faut pas le faire trop parce qu'au bout d'un moment, la personne dit « Ouais, écoute, tu me saoules, raconte-moi le but de ton histoire. » Donc là, ça veut dire que la gestion d'attente a été mal pesée, mal dosée. Mais si la personne, elle reste ancrée à ton histoire, ben, ça veut dire que là, ta gestion d'attente, elle est efficace et que ben, les gens, ils ont vraiment envie d'en savoir plus et de savoir vraiment ce qui s'est passé. Ça c'est déjà 2 tips qui sont assez sympas et quand les gens déjà réussissent à faire ça, normalement, déjà pour eux, ça devrait quand même plutôt bien fonctionner et les gens devraient quand même être un petit peu plus intéressés. Et si vous écoutez des gens autour de vous qui ont ce talent d'orateur, bah vous allez vous rendre compte que sans le savoir, ils font souvent ce type de stratégie. Ouais, donc être passionné par déjà ce qu'on dit, c'est important. Et puis après, dévoiler en fait. Bon, tu avais parlé d'Aguador aussi au départ. Ça, tu dis qu'il y en a 12 de particulières, mais en gros, c'est juste. C'est dans les premières secondes que vraiment, première minute, tu vas captiver en utilisant des stratégies différentes. Par exemple, si vous regardez alors là, c'est facile pour tes auditeurs. Vous allez sur YouTube, vous tapez conférence TEDx, vous allez voir qu'il y a plein de gens. J'imagine que vous connaissez les conférences TEDx, hein, c'est des conférences gratuites sur lesquelles les gens qui montent sur scène ne sont généralement pas des speakers professionnels. C'est souvent des gens classiques, hein, du commun, qui ont une aventure à raconter, une histoire à raconter, quelque chose d'un peu innovant à partager. Ils viennent sur scène et puis ils le racontent. Le schéma très 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 classique des TEDx, même à mon sens un peu trop classique, c'est qu'ils vont commencer par une anecdote personnelle. Un jour, le 8 janvier 2021, j'étais en train de me balader dans la rue quand se produisit blablabla. Et là, en fait, ils sont sur ce qu'on appelle du storytelling ou une anecdote personnelle. Et ils font tellement tout ça qu'au bout d'un moment, ça devient chiant, en fait. C'est ça le problème, en fait, de la prise de parole. C'est que la prise de parole pourrait être très captivante, très intéressante, mais à la condition de ne surtout pas faire ce que les autres font. Parce que sinon, je ne suis pas intéressant, parce que je répète un schéma, certes qui peut fonctionner, mais sur lequel, en fait, le cerveau de mes auditeurs vont tellement s'ennuyer qu'au bout d'un moment, ils vont zapper. Ouais, c'est ça le problème, c'est que tout le monde fait un peu la même structure. C'est pareil, on parle aussi, notamment pour rendre une histoire un peu plus captivante, de transformation, d'amener une sorte de transformation, en fait, qu'il y a un état au démarrage et puis il y a un état au final. Mais c'est le classique. Hein. De toute façon, dans toutes les histoires, tu as un passage de A vers B. Hein. Si tu n'as pas de voyage de A vers B, entre guillemets, pour faire il n'y a pas d'histoire. Donc, tu as forcément un passage de A vers B. Et donc, tu as forcément une transformation. Puisque l'état A, il est particulier, l'état B étant différent, ce que tu racontes, c'est le voyage entre les deux. Ce qui est très classique, c'est le voyage du héros. Les 12 étapes du voyage du héros. Tu regardes n'importe quel blockbuster, il y a les 12 étapes du voyage du héros. Tu regardes un Star Wars, il y a les 12 étapes. Il y a un Harry Potter, tu as les 12 étapes. Le Seigneur des Anneaux, tu as les 12 étapes. Divergent, tu as les 12 étapes. Hunger Games, tu as les 12 étapes. Tu prends n'importe quel film, et notamment un film qui a bien marché, tu as les 12 étapes du héros. Ce qui fait la réussite d'un bon livre, d'un bon film, d'une bonne histoire, c'est que tu peux avoir exactement le même arc narratif, mais tu vas le produire de manière différente. C'est-à-dire que les détails que tu vas mettre dedans vont être différents d'une histoire à l'autre. C'est ça qui produit une bonne histoire. C'est pas tellement l'arc narratif. Parce que si tu regardes quasiment tous les blockbusters ou tous les films qui fonctionnent bien, cet arc narratif, tu l'as du début à la fin. Est-ce qu'il y a un format aussi
ce qu'on dit en fait s'adapte à tout type d'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas, si tu as un format, j'ai pas 5 minutes, tu peux pas passer par tous les 12 étapes d'un film de Hollywood de 2 heures, tu vois. Non, et c'est pour ça que souvent tu raccourcis. Et en fait, tu vas. Nous, on part toujours du plus petit. C'est-à-dire, quand on travaille avec un client, quand on réécrit, que ce soit un one-man show, que ce soit une conférence, des choses comme ça, on va d'abord partir du message pur. Le message pur, en gros, c'est quoi le concept le plus haut auquel tu crois et que tu as envie de partager au monde. Souvent, déjà, les gens sont un peu embêtés parce qu'ils ont du mal à répondre à cette question. Je crois... Non, mais un truc qui est indéboulonnable, quoi. Si je viens t'attaquer là-dessus, tu peux résister pendant 20 ans parce que tu es tellement sûr de ça que quoi que je te présente, tu peux pas changer d'avis. C'est pas le fait d'être... Et là aussi, comprenons-nous bien, c'est pas l'histoire de dire je suis stupide et je suis pas capable de comprendre que mon avis peut évoluer. Non, c'est que sur ce sujet-là, j'ai tellement travaillé ce sujet-là que ça va vraiment être compliqué de me faire changer d'avis. Pas parce que je suis idiot et buté, mais parce que j'ai vraiment travaillé mon sujet. Une fois que j'ai ça, là, je vais commencer en fait à le décliner en « Ok, ce sujet-là que je peux être capable de dire vraiment en une phrase extrêmement percutante, comment je vais pouvoir la décliner si j'ai plus 30 secondes, mais 2 minutes. Ensuite, de 2 minutes, si j'ai 5 minutes. Ensuite, si j'ai 5 minutes, comment, par exemple, en 10 minutes, un quart d'heure, je peux raconter... et de un quart d'heure, je vais passer à 35 minutes. Et de 35 minutes, je vais passer à 1 heure. Et de 1 heure, je vais passer peut-être à une journée de formation. Et de une journée, je vais passer à 2 journées de formation. On se rend compte que le message pur est toujours le même, sauf qu'en réalité, la façon de le décliner et la façon de remplir et la façon d'expliquer ce concept va être démultipliée. Donc, on part toujours du plus petit. En tout cas, nous, dans le sens dans lequel on travaille, on part toujours du plus petit pour aller vers le plus grand. Et on se rend compte souvent que nos concurrents ou les gens avec qui nos clients on tente, parce qu'on n'a pas vraiment de concurrents dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu la chance qu'on a, mais les autres professionnels avec qui nos clients peuvent être amenés à travailler ont tendance à travailler à l'envers. Il y en a par exemple qui vont principalement travailler sur la livraison. La livraison, c'est comment je parle à l'oral. Et donc on va se questionner sur les gestes. Qu'est-ce que je fais de mes doigts, qu'est-ce que je fais de mes mains, mon attitude sur scène, la prosodie, c'est-à-dire la façon dont je vais parler, etc. Nous, on a envoyé tout ça à la poubelle en disant « Ok, tout ça c'est bien. » Enfin, poubelle, j'exagère. En tout cas, on le met de côté. En disant « Tout ça c'est bien, c'est super. Mais tant que t'as pas un message qui est hyper fort, qu'est-ce qu'on s'en fout de là, si tu le racontes bien ?» Parce que de toute façon, t'as même pas ton message avant. Donc tu peux le raconter de la meilleure manière possible. Si ton message il est pourri, on s'en fout en fait. Et ce qu'on a nous observé maintenant avec l'expérience, parce que moi ça fait presque 20 ans que je travaille sur ça, moi j'ai identifié un truc, c'est que dès que le message est vraiment bon, la livraison, elle s'améliore. Ça va pas forcément faire de toi un orateur exceptionnel devant 10, 15, 20, peut-être 1000 personnes. Mais en tout cas, une fois que tu as ton message, travailler, améliorer, optimiser ta livraison, c'est-à-dire la façon dont tu vas le dire, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille d'abord sur le message, sur la construction de l'argumentaire, des histoires, de la narration. On va d'abord travailler sur ça. Une fois qu'on a ça, ok, maintenant que tu es sur scène, dis-le. Et là, on se rend compte déjà que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Ok, maintenant, pour améliorer ça, tu vas faire ça comme ça, tu vas faire ça comme ça. Essaye de faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Et là, on va commencer à travailler à la livraison. Les silences, la voix, la taciture de la voix. Là, on va travailler sur la livraison. Mais vraiment, ça vient en phase 3 ou 4. Hein. C'est vraiment pas en phase 1. Le message pur, moi, j'imagine pas mal de situations où il peut y avoir plusieurs messages qui peuvent être différents qu'une même personne ait à donner. Tu vois, par exemple, s'attirer les faveurs d'un banquier sur un projet immobilier, demander une augmentation auprès de son chef. Tu vois, c'est deux messages, c'est la même personne. Est-ce que le message pur, c'est celui qui est antérieur à tout, c'est-à-dire ses valeurs, et puis après on décline. C'est le méta-message. C'est le méta-message. Le méta-message, en gros, c'est, on pourrait parler de sa philosophie perso, parce que tu vois, quelqu'un dit, voilà, moi je voudrais que tu m'aides à prendre la parole, je vais rencontrer mon N+1 ou mon N+2, et j'ai envie de négocier avec lui une augmentation. Ok. On pourrait se dire que le message pur, c'est, je veux obtenir une augmentation. Bah non. Ça, c'est la finalité, en fait. Le message pur, c'est à quoi va servir l'augmentation. C'est important pour toi, pourquoi ? C'est une question de reconnaissance, c'est une question d'amélioration de train de vie, c'est une question de lifestyle, c'est une question de reconnaissance dans ton service, c'est une question de reconnaissance de ton travail, c'est quoi en fait? Et là, on va commencer à passer en mode méta-message. Parce que demander une augmentation, ce n'est en réalité qu'une finalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as tant de gens qui ont du mal à négocier. C'est parce que souvent, ils se focalisent sur la finalité. C'est-à-dire, moi, le message pur, c'est je veux gagner
30 000 ou 50 000 sur l'achat de tel immeuble. Ok, on pourrait se penser que ça, c'est le message pur. Bien sûr que non. Le message pur, c'est qu'est-ce que tu veux faire de cet immeuble? Pourquoi c'est si important pour toi de l'avoir? Non, mais que ce soit celui-là ou un autre, on s'en fout. Non, mais celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que celui-là, il a un rapport qui est intéressant quand ça devient OK. Et là, tu commences à toucher à quelque chose en termes de solidité de négociation qui est beaucoup plus intéressant. Mais il y a donc plusieurs messages purs en fonction de ce qu'on demande aussi. Parce que augmenter une augmentation, ou demander une augmentation ou demander de négocier sur un achat immobilier, c'est deux négos différentes, c'est deux prises de parole. C'est deux négos différentes, mais en réalité, ton message qui est sous-tendu derrière, c'est toujours le même, c'est avoir une liberté financière, par exemple. Ou alors avoir la capacité d'être plus solide financièrement, ou la capacité à t'extraire de métro, boulot, dodo. Mais ça dépend comment tu vas le formuler. Mais ça doit être ton message à toi. Et que tu demandes une augmentation ou que tu cherches à négocier un immeuble, en réalité, ton message, c'est-à-dire ton essence, est toujours le même. Et ça, il y a plein de gens qui sont incapables de l'identifier. Nous, on passe des fois une semaine, 15 jours, rien que sur ça. Et on se dit, putain, on est en train de perdre un temps fou. Non, crois-moi. Quand tu auras ça, le reste va découler, mais comme si tu étais dans un torrent, tu n'auras plus qu'à te laisser porter par le courant, tu vas voir à quel point ça va être facile. Et quand ils y accèdent, ils se disent, putain, t'as raison. Ah ouais, maintenant que j'ai ça, je sens qu'à l'intérieur, il y a une forme de solidité qui fait qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant de savoir dans quelle direction j'ai envie d'aller. C'est un peu définir avec son soi, quoi, qui on est finalement. C'est un peu comme la première ligne du compte LinkedIn, quoi. J'aide, je fais ça, quoi. Ouais, c'est ça, mais en allant gratter beaucoup plus profond. Parce que ça, le chapeau de la phrase LinkedIn, c'est le côté un peu affichage, qui est rarement très disruptif ou rarement très intéressant. L'idée, c'est d'aller chercher quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond dans qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Tu vois, moi, dans mon compte LinkedIn, je le change, je vais pas dire toutes les semaines, mais facilement tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, parce que je teste plein de chapeaux différents. Mais il y a toujours cette idée de, moi j'ai une mission, hein, c'est d'aider les gens à devenir plus captivants. C'est ça qui m'habite au quotidien. C'est je m'ennuie tellement vite quand je suis moi-même face à un orateur que je ne supporte pas en fait de m'ennuyer et d'être ensuite, j'allais dire, soumis à toutes les sollicitations. J'ai reçu un mail, un machin, un truc et tout ça. Moi j'ai envie d'être captivé par un film. Hier, j'ai commencé une série. J'ai quasiment binge-watché la série en une soirée. Je me suis couché à 4h30 parce qu'elle m'avait vraiment pris. C'est Hijack avec Idriss Elba. Franchement, la série, elle est loin d'être parfaite. En plus, moi, quand je regarde une série, je vois là où ça bug à chaque fois dans la narration. Donc, c'est un peu une déformation professionnelle. Mais elle m'a attrapé quand même. Tu vois, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer après. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que voilà, la série, elle fonctionne bien. Après, elle pourrait être meilleure, il pourrait y avoir de meilleurs enjeux. Il y a eu 2-3 rebondissements où j'ai été un peu déçu. Je me suis dit, putain, si là, ils auraient complexifié ça et ça aurait été encore... voilà, on aurait encore accédé à un autre niveau. Bon, ils l'ont pas fait, c'est un choix. Soit narratif, soit un choix de script, en disant, bah, on a par exemple, je sais plus exactement combien de mais imaginons, on a que 8 épisodes. Bon, 8 épisodes, tu peux pas développer un suspense de taré parce que t'as que 8 épisodes. Où tu te dis, si je développais ça, plus ça, il m'en faudrait 16, tu vois. Et on voit bien qu'avec les enjeux aujourd'hui des séries, ils ont plus que 8 épisodes. Bon, voilà. Et tu vois bien qu'ils sont obligés de se limiter dans la complexité des différents enjeux. Mais moi, c'est ça que je regarde en premier, c'est est-ce que ça me captive ou pas. Et si ça me captive pas, faut que je passe à autre chose, parce que moi, mon cerveau, il est tout le temps sollicité par des trucs. J'ai des cendres, donc... non, tout le monde, je pense. Ouais, complètement. Alors pas tout le monde, malheureusement, je dirais, parce qu'il y en a plein, ils sont pas tous câblés de la même manière. Mais ceux qui sont câblés comme ça, effectivement, on a besoin d'être captivé par ce qu'on entend, parce que sinon, on est vite happé par de nouvelles sollicitations, et ça, c'est dommage. Et quand on entend aussi des gens captivants, on s'imagine parfois que c'est pas possible qu'il lui arrive autant de choses, tu vois, parce que ce qu'il dit est vrai pourtant, mais ça donne l'impression que dans la vie, que tout le monde n'a pas la même vie en fait, et pourtant j'ai l'impression que c'est peut-être aussi, ça peut être soit effectivement que la personne captivante elle a une vie absolument extraordinaire avec les autres non, mais ça peut être aussi que les personnes communs qui n'ont pas forcément... Alors ça, j'y ai réfléchi et je suis tombé sur un truc qui répond complètement à ça. C'est un jour, je regardais une émission de télé qui était faite avec Frédéric Lopez, qui s'appelait La parenthèse inattendue. Il y avait plusieurs personnalités, et il y avait notamment Daniel Picouli, qui est un auteur, qui est un écrivain. Et à un moment, à chaque fois que Frédéric Lopez posait une question aux autres invités, il répondait, mais à chaque fois qu'il posait des questions à Daniel Picouli, il avait une histoire.
Et il racontait une histoire. Tu me diras, il est auteur, c'est quand même facile pour lui, mais c'est pas si simple que ça. Il raconte une histoire. Et là, tu vois, les gens, enfin, les trois, donc Frédéric Lopez, les deux autres invités, écoutaient en mode, c'est captivé, quoi. Et là, Frédéric Lopez qui dit, mais vous avez une vie épique, c'est incroyable, il vous est toujours arrivé un truc. Et là, il sort une phrase, moi, qui m'a marqué, je pense, à vie, parce que je me suis dit, c'est tellement ça. À un moment, il dit, vous savez, il n'arrive des choses qu'aux gens qui savent les raconter. Et ensuite, il raconte en disant, en fait, il arrive des choses à tout le monde, sauf que tout le monde n'est pas capable de le raconter. Et quand tu regardes le quotidien, tu te rends compte que c'est vrai. C'est-à-dire que les gens, il leur arrive toujours des histoires pas possibles, incroyables. Et ben, tu as ceux qui vont en faire une épopée, du moindre truc, c'est-à-dire du moindre colis à aller chercher à la poste, ils vont en faire une épopée incroyable, parce que sur la route, ils auront rencontré je sais pas quoi, ils auront vu je sais pas quoi, ils auront discuté avec je sais pas qui au téléphone, ils vont en faire une épopée incroyable. Et puis tu as les autres qui vont te dire, ouais, je suis allé à la poste, j'ai posé mon colis, puis je suis revenu, quoi. Et puis j'ai pris mon café. Et là, tu dis, ouais, ok, bon, bof, tu vois. Pourtant, les deux, tu peux être sûr que les deux auront vécu à peu près la même expérience. Sauf que tu en as un qui va porter ce que je te disais tout à l'heure, une intention particulière sur les différents événements, et qui va être captivé par sa propre vie en disant « Waouh, c'est fou, j'ai rencontré un tel, on a discuté de ça, machin, ça. » Et là, t'as pas du tout l'impression qu'il a été à la poste, qu'il y a 10 minutes à pied. Tu te dis « Mais le mec a traversé la France. » Et puis, t'as l'autre, en fait, qui, oui, il a rencontré aussi des personnes et tout, mais en fait, en mode « Ouais, il s'est rien passé. » Et donc, quand il te le raconte, bah, tu dis « Ouais, il a été à la poste, il est revenu prendre son café. » Et puis, t'as l'autre, t'as l'impression qu'il a traversé... c'est le Seigneur des Anneaux, tu vois, il a été combattre comment il s'appelle, Sauron. Il a combattu contre les âmes noires, là, je sais plus comment elles s'appellent, les rois fantômes, et il revient prendre son café, tu vois. Sauf que t'en as un qui a vécu une expérience incroyable, et puis l'autre pas du tout. Donc c'est pas du tout lié à nos vies, parce qu'on vit tous, et il y a des études américaines très intéressantes là-dessus, qui montrent que statistiquement on va tous vivre à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire si tu es né en Occident, une personne qui est née en Occident comme toi a statistiquement les mêmes chances de vivre le même nombre de réussites, le même nombre d'échecs, le même nombre d'aventures dans sa vie, de rencontrer à peu près le même type de personnes, et ça, parce qu'on va être né, pareil, encore une fois, dans un écosystème. On est d'accord que je te parle pas de quelqu'un qui va être né, je sais pas, moi chez les Papous, et moi ici, on va pas vivre les mêmes aventures. Quelqu'un qui est né en Australie et moi ici, c'est pas la même éducation, donc c'est différent. Mais si tu prends la même population, statistiquement, on va vivre les mêmes choses. Donc c'est assez étrange que certains réussissent à le transformer en histoire passionnante et que d'autres soient pas du tout capables. C'est une façon de voir aussi ce qui arrive à soi-même, en fait, une façon de voir les choses. Comment ça se travaille, ça, si tu vois, de voir les choses dans sa vie et les noter, les documenter pour pouvoir les utiliser dans des histoires? Nous, alors moi j'ai une marque qui s'appelle Dealer d'Histoire. Dans ce qu'on fait dans Dealer d'Histoire, c'est un truc qu'on apprend beaucoup aux clients en disant vous devez à partir d'aujourd'hui commencer à créer votre bibliothèque d'histoire. Et pour créer votre bibliothèque d'histoire, c'est, tu vois, derrière moi, j'ai une bibliothèque, il y a plein de bouquins. Dans ma tête, c'est la même chose. Je vis des aventures, et à chaque fois que je vis une aventure, moi, je me demandais, mais ça va être au service de quoi, ça? C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais monter sur scène, cette histoire, je vais pouvoir m'en servir pour dire quoi? Pour raconter quoi? Et à partir du moment où mon cerveau, tous les jours, est câblé sur cette aventure va me servir à raconter telle chose, cette aventure va me permettre de démontrer tel élément, en réalité, au quotidien, il m'arrive des choses qui sont capables de démontrer des choses. Vraiment, en exagérant à peine, le rituel de brossage de dents avec mes enfants, j'ai un petit de 4 ans, une petite de 8 ans, le rituel de brossage des dents le soir serait une expérience universelle qui me permettrait de démontrer la puissance ou l'intérêt d'un rituel. Et ça, je pourrais tout à fait le raconter. Et d'ailleurs, je l'ai fait, donc c'est même pas tout à fait... c'est je l'ai fait, c'est-à-dire que je vais être devant des dirigeants et je veux expliquer ce que c'est que la puissance d'un rituel. Je vais leur dire, regardez vos enfants, si vous avez ce rituel-là avec vos enfants, vous voyez bien que moi, les soirs où on est pressé, je leur dis on va au dodo, c'est les enfants qui me disent mais on se brosse pas les dents. Tu vois? Donc ça, automatiquement, c'est quelque chose qui vraiment participe à cette formulation d'esprit. Comment est-ce que je vais câbler mon cerveau pour repérer dans mon quotidien des histoires qui ensuite vont être au service de choses que je vais pouvoir raconter? Dans un court instant, on verra quelles sont les étapes de progression de son style oratoire, comment trouver des histoires à raconter et s'adapter à son auditoire. À tout de suite.
Donc ça passe par régulièrement écrire sur un journal en une ligne ce qui nous est arrivé dans la journée, quoi. C'est ça un petit peu. Ouais. Vincent, il a lui-même de son côté, il a un peu ce rituel, mais parce qu'il a ce cerveau aussi un peu fait comme ça, c'est de prendre un fichier Excel, de mettre souvent soit l'histoire complète si on a un peu l'habitude d'écrire, soit juste des mots forts de ce temps fort, et ensuite il met des hashtags. Les hashtags, en réalité, qui vont lui permettre, une fois qu'il fait des recherches, de dire, voilà, si j'ai envie de parler de rituel, je vais mettre le hashtag rituel. Si j'ai envie de parler d'entraînement, je vais mettre le hashtag entraînement, etc., etc., etc. Donc, oui, le faire, c'est mieux de le faire sur un ordinateur, parce qu'on est avec les nouvelles technologies, donc ça va un peu plus vite. Moi, je le fais un peu autrement, c'est que moi, j'ai un fichier, j'ai mon iPhone. Sur mon iPhone, j'ai un logiciel qui s'appelle Notes, comme tous les iPhones, et dessus, en fait, je prends des notes de trucs qui sont produits en me disant, tiens, un jour ou l'autre, ça me servira. Donc, moi, j'ai l'habitude de le faire de cette manière-là. Et après, je pense qu'il y a énormément de pratiques là-dedans aussi, avec les gens au premier cercle, les gens qui ne vont pas se moquer au démarrage, j'imagine. Tu en avais parlé d'ailleurs, hein, quand on avait parlé de négociation, d'essayer de vendre une voiture. Et donc, je pense que c'est la même chose pour raconter n'importe quelle histoire, c'est qu'il y a tellement de pratiques. C'est l'entraînement. C'est l'entraînement. On se retrouve avec des gens, quand on leur dit, là on a des programmes, par exemple, là on a un programme qui s'appelle On Stage, où on prépare les gens pendant 8 semaines pour qu'ils montent sur scène. Alors ça s'adresse aux conférenciers ou apprentis conférenciers qui ont besoin en fait d'avoir des éléments de branding, c'est-à-dire qu'on fait venir une équipe de captation d'images pro, photos et vidéos, et les clients s'entraînent avec nous pendant 8 semaines sur la création de leur conférence. Ensuite, ils montent sur scène et ils sont filmés et photographiés sur scène pour ensuite être utilisés sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, etc., etc. Et on leur dit toujours, nous, on veut une vidéo d'entraînement par jour. On se rend compte que ceux qui réussissent le mieux, statistiquement, sont ceux qui font le plus de vidéos quotidiennement. Et ceux qui ont plus de difficultés sont ceux qui disent « Non, mais j'en ai pas besoin, ça va, je vais t'en faire une par semaine. » Ok, c'est ton rythme. Hein. Moi, j'ai pas un flingue sur la tempe à te mettre en disant fais-le tous les jours. Tu bosses pour toi. Hein. Tu le fais pas. Voilà, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu le fais, tu vas avoir de meilleurs résultats que si tu le fais pas. Après, la balle est dans ton camp. Donc, automatiquement, c'est la récurrence. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de tirs sportifs quand j'étais jeune. J'avais un entraîneur qui me disait il vaut mieux que tu ailles tirer au stand 10 minutes tous les jours que 2 heures le samedi. C'est pas compliqué. Parce qu'en fait, il vaut mieux moins longtemps, mais de manière régulière, plutôt que longtemps et de manière irrégulière. Donc, débrouille-toi pour venir le plus souvent possible, entraîne-toi, tire sur les cibles, prends tes positions, etc. Et tu vas voir que tu vas beaucoup plus t'éclater et avoir de meilleurs résultats avec cet entraînement qui est quasiment au quotidien, plutôt que si tu dis, ok, j'y vais un dimanche sur 2, ou même, imaginons, tous les dimanches. La progression ne sera pas du tout la même. Ouais, bien sûr, non, régularité, intensité... Là-dessus, complètement. Ces vidéos que tu proposes à tes coachés de faire, tu proposes après de les regarder et d'analyser un élément à chaque visionnage, ou comment le process d'amélioration, comment ça fonctionne? Alors d'abord, c'est pas des coachés, parce qu'on les coache pas, on est vraiment là en coécriture. C'est-à-dire que moi, j'interviens comme auteur, et ça, c'est important, parce que souvent, on se dit, ouais, il faut se faire coacher. Moi, aujourd'hui, je mets un peu je vais pas dire de bémol, mais encore une fois, je vois de meilleurs résultats en écrivant de meilleurs messages avec les clients, et ensuite en les aidant à améliorer leur contenu. Et donc, en réalité, les vidéos qu'ils nous font, c'est « Ok, raconte-moi cette histoire ». Et une fois qu'ils nous racontent l'histoire, on se rend compte que elle n'est pas super captivante, elle n'est pas très intéressante, elle peut être en mode récit. Ok, bon, moi, mon cerveau, aujourd'hui, il est câblé pour raconter une histoire. D'une histoire qui n'était pas géniale, quand je la raconte, j'ai des anecdotes drôles là-dessus. Il y a plein de clients, ils racontent leur histoire, et puis tu dis « Ouais, ok, bon, ça marche pas très bien, c'est pas ultra captivant... Allez, si on la racontait un peu autrement, si tu la racontais comme ça, et puis je commence à la raconter, et là, tu as le client qui dit, c'est incroyable, tu es en train de me raconter mon histoire et j'ai quand même envie de savoir la fin. C'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc, quand tu l'as pas vécu, c'est difficile à comprendre. Mais parce que la manière dont je le raconte fait que même sa propre vie devient une aventure. Eh bien, cette personne qui a vécu cette vie-là se dit, c'est incroyable, raconter comme ça, j'ai moi-même envie de savoir la fin. Et je la connais, la fin, puisque c'est moi-même qui te l'ai raconté. Donc, je la connais, la fin. Mais présenter comme ça, évidemment, mon cerveau... Et parce que notre cerveau, voilà, il est comme il est. Hein. Je veux dire, si les séries sont montées comme ça, les films sont montés comme ça, les livres sont écrits de cette manière-là, c'est parce qu'on sait comment captiver un cerveau.
Je veux dire, un très bon auteur, il sait comment créer du suspense. Tu demandes à Stephen King comment il fait pour écrire un bouquin, t'inquiète, hein, il a les tips pour savoir captiver les gens, faire des rebonds, faire des déclencheurs. Il connaît tout ça. Une fois que tu connais ces stratégies-là pour mettre tout bêtement et souvent, en fait, moi, je ne fais que restructurer, hein, parce que comme je ne suis pas dans la vie de la personne, je ne peux pas inventer sa vie. Donc moi, je prends les éléments qu'elle m'a fournis, sauf que je ne vais pas les présenter de la même manière, je ne vais pas les structurer de la même manière, et ce qui fait que, effectivement, quand on réécrit ça, d'un coup, l'histoire, elle prend une autre dimension. Et là, ça fait un effet vraiment extrêmement surprenant. Est-ce que la personne a réussi ensuite à corriger justement ce qu'elle a, sa propre copie, quoi? Ouais, c'est l'ambition ensuite parce que moi je crois beaucoup à la modélisation, énormément. C'est pour ça que nous on travaille aussi énormément sur les modélisations, parce que quand on réussit à faire quelque chose, on se questionne beaucoup en débriefing avec Vincent pour dire pourquoi ça a marché. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ou qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Donc nous on croit énormément à la modélisation, ce qui fait que moi pendant des années je faisais des choses avec les clients, et les clients à force de me voir faire commençaient à choper le tips. Et au début, on est comme dans un apprentissage avec un enfant et c'est lassé, hein. C'est, la courbe d'apprentissage, c'est on est inconsciemment incompétent, on ne sait pas qu'on ne sait pas faire. Ensuite, on est consciemment incompétent. Consciemment incompétent, c'est je sais pas faire. Donc, si on prend la métaphore de l'enfant avec ses lacets, c'est je sais pas que je sais pas faire mes lacets, mais je m'en fous. Parce que je m'en fous, c'est maman qui les fait, j'en ai rien à foutre. Par contre, à un moment, j'essaie de faire mes lacets, je me rends compte que j'y arrive pas à faire mes lacets. Donc là, je suis consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas faire. Et là, ça commence à me prendre la tête. Ensuite, on va commencer à faire du consciemment compétent, parce que je vais commencer à modéliser, à faire des nœuds, à faire des trucs, à faire des machins. Hop, j'y arrive. Waouh, comment j'ai fait? Et je recommence. Et là, on commence à devenir consciemment compétent. On commence à mettre en place des modèles. Et souvent, ce qu'on estime être la dernière marche, mais tu verras, c'est pas la dernière, qui est le inconsciemment compétent. C'est quoi? C'est que le matin, quand tu fais tes lacets sans te poser de questions. Donc, tu sais faire et tu as oublié que tu savais faire. Donc, tu es inconsciemment compétent. Et un très bon formateur, un très bon coach, un mentor, c'est quelqu'un qui est dans le, on dirait, le 5e cycle, donc la 5e marche, qui est en fait un cycle permanent entre le inconsciemment compétent et le consciemment compétent. Puisque là, on va commencer à faire ce qu'on appelle de la métaconscience. La métaconscience, c'est que moi, quand j'explique quelque chose à quelqu'un, je suis inconsciemment compétent de comment je transforme son histoire, et tout mon enjeu, c'est de me mettre en métaconscience, pour dire, attends, moi, pour changer ton histoire, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ouais, pour changer ton histoire, j'ai fait ça. J'ai mis telle partie avant telle partie, puis telle partie avant telle partie. Ok, et là, d'un coup, ça marche. Ça, c'est de la métaconscience. Et ça, c'est la dernière étape. Et c'est ce que réussissent à faire les très bons formateurs, les très bons coachs, les mentors, les gens que tu as envie de suivre, parce que tu te rends compte qu'ils ont métaconceptualisé, métaconscientisé leur façon de faire. Et c'est pour ça qu'ils deviennent souvent très leaders, très, très captivants, très impactants, et on a envie de les suivre, ces gens-là, parce qu'on sent qu'ils sont à un autre niveau. Ouais. Non, c'est un travail de longue haleine, il y a de l'observation effectivement. Pendant qu'on est dans cette promenade justement dans l'amélioration de son storytelling, néanmoins, il y a des moments où en fait on va se retrouver, donc on peut se préparer les choses quand on peut, mais il y a parfois on est un peu pris sur le feu, il faut être convaincant. Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu trouves qui peuvent être intéressants pour soit augmenter son impact, soit se restabiliser quand on a un peu des... Non, moi j'ai ta solution tout de suite, hein. J'ai la solution en direct, hein. C'est, ça n'existe pas, il faut s'entraîner. Ok. Bon. D'accord. C'est les gens qui vont penser que l'improvisation va les aider, ils se trompent. Ils n'ont pas compris un truc fondamental, c'est que la règle d'or de l'improvisation, c'est une excellente préparation. Là, j'ai la chance d'avoir une personne qui est devenue une copine et qui est cliente chez nous et qui est championne d'Europe d'improvisation. C'est une conversation qu'on a très régulièrement. C'est un travail acharné, l'improvisation. C'est un travail acharné. Et elle n'est pas arrivée à ce niveau d'improvisation en se disant « Oh, je vais réussir à improviser ». Ah non, ça ne marche pas comme ça. L'improvisation, c'est une préparation de folie. C'est parce que je suis extrêmement bien préparé que je suis capable de faire vraiment face à n'importe quelle situation. D'où le principe d'improvisation. Mais en réalité, pourquoi je suis capable de faire face à n'importe quelle situation ? C'est parce que je m'y suis préparé à toutes ces situations. Et je me suis, et ce qui paraît fou, voire un peu contre-intuitif, je me suis préparé à l'impréparable. Je me suis préparé à l'inattendu. Et c'est ça qui fait que j'arrive à un très bon niveau. Donc, demain, tu dois avoir une prise de parole inattendue. Une prise de parole, comment on va appeler ça inattendue. Hein, surprise, impromptu. Ouais, surprise. Hein, vraiment... dans les prises de parole impromptues, tiens, Franck,
Demain, tu as une conf devant 300 personnes, j'ai un speaker qui vient de se prendre un camion ou qui s'est pété une jambe, il peut pas venir, est-ce que tu peux me dépanner? Moi, demain, j'arrive devant 300 personnes, je vais leur faire une conf. Tout le monde va dire, ouais, super, il a improvisé. Non, les gars, moi, j'ai 25 ans derrière moi. Oui, mais ça, c'est parce que c'est toi. Mais je peux te donner, par exemple, un deuxième exemple. Je suis demain, il se trouve que je me retrouve dans l'ascenseur ou aux toilettes, peu importe, avec une personne qui va débloquer ma situation parce que c'est un banquier qui va financer mon projet IMO, machin. Je dois le convaincre très rapidement. J'ai pas préparé parce que je n'aurais pas pu voir qu'il allait être là. Bah, t'es mal. Tu seras forcément... Non, c'est pas cuit. Attention, non. Je dis t'es mal. Je dis pas c'est mort. Je dis t'es mal. Pourquoi? Parce que tu seras forcément moins bon que si tu étais préparé. Et ceux qui me disent non, c'est pas vrai, parce que dans l'énergie du truc, je serais... Non, c'est parce que tu as déjà un talent inné pour le faire. Donc ça veut dire que tu peux raconter tous les bullshit que tu veux à tes potes quand tu prends une bière en disant oui, moi je suis pas préparé, et puis j'ai réussi à faire ci ou à faire ça, et puis basta. Non, parce que quand tu commences à interroger la personne, tu te rends compte que c'est une personne qui en fait est extrêmement bien préparée. Parce qu'elle l'a souvent fait, parce qu'elle est à l'aise avec ça, parce que c'est quelque chose qu'elle maîtrise, parce que c'est un dossier qu'elle a sur le bout des doigts. Et donc en fait... En réalité, elle dit qu'elle n'est pas préparée alors qu'elle est très bien préparée. Par contre, effectivement, moi je t'amène dans un lieu où tu sais pas de quoi on parle, tu sais pas quel est l'enjeu du dossier, du machin, je te dis va vendre ça au mec qui est en train de pisser juste à côté de toi, je peux t'assurer que sans aucune préparation, tu peux faire le mariole, tu n'y arriveras pas. Tu seras peut-être bon pour créer du lien, ça c'est encore autre chose. Et là, c'est d'autres types de talents, c'est le talent du leadership et du charisme. Donc tu vas peut-être pouvoir créer du lien avec ce banquier, tu vas pouvoir peut-être l'intriguer, mais en tout cas, tu ne pourras pas l'intriguer sur ce projet. Tu pourras l'intriguer sur qui tu es et sur ce que tu fais, mais pas sur ce projet. Ça, c'est pas vrai. Sans aucune préparation, c'est pas vrai. Donc, préparez-vous. Vous savez qu'un jour ou l'autre, ça peut se produire, cette situation. Ah, putain, préparez-vous de ouf. Sinon, assumez-le. Tu sais, c'est toujours on travaille sur un conférencier, j'adore cette phrase qu'il répète souvent, c'est es-tu prêt à payer le prix de ton impréparation? Ah ouais. Si c'est oui, bon, bah assume. Personne n'est vraiment prêt à ça, ouais, parce que tout le monde se sent, oui, effectivement, plus ou moins préparé, mais sans vraiment l'être. Mais c'est intéressant l'observation que tu viens d'avoir par rapport au... Tu peux quand même l'accrocher sur ta personnalité, l'intriguer sur ta personnalité. C'est peut-être la moindre des choses qui peut être quelque chose d'intéressant quand même. S'il y a un truc à faire quand même, plutôt que vraiment qu'il ne se rappelle pas de toi, au moins qu'il se rappelle de toi, quoi. Ah mais clairement, et de toute façon c'est la seule chose à faire. C'est-à-dire si tu maîtrises pas le dossier, si tu maîtrises pas l'enjeu, si tu maîtrises pas l'élément clé du dossier, il faut surtout pas que tu ailles là-dessus parce que tu vas te faire défoncer. Donc par contre tu crées du lien. Tu es charismatique, tu crées du lien, tu es joueur avec la personne, tu vas commencer à l'intriguer en lui disant bon, vous voyez bien, c'est pas du tout le bon moment, mais j'ai vraiment un dossier, il faudra absolument qu'on en parle. Et je connais rien de ce dossier, hein. Mais par contre, je peux quand même l'intriguer sur un dossier. J'ai un dossier, il faudra vraiment qu'on en parle. Évidemment, c'est pas le bon moment pour en parler, tu vois, je vais faire du joke, c'est-à-dire je vais prendre le contre-pied. C'est clairement pas le moment pour en parler, on est bien d'accord. Par contre, c'est dommage qu'on se soit pas vu ailleurs, parce que j'ai un dossier. Franchement, il faudrait qu'on en parle. Mais est-ce que vous seriez prêt demain? Est-ce que vous êtes disponible demain ou après-demain? Et si moi, il m'aime bien, alors je vais pas aller forcément aussi vite, mais si j'ai créé les enjeux pour qu'il m'aime bien, il y a des chances que je le vois demain. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais passer 12 heures à bosser mon dossier comme un taré. Et donc, je vais m'ultra préparer. Tout ce qui est aspect livraison, tu mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'on a la préparation, le message, tout ça est prêt, mais qu'il faut délivrer finalement, il y a effectivement l'émotion, le geste, position du corps, etc. Est-ce que ça fait aussi partie de notre préparation, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner aussi dans les conditions du direct ou c'est mieux. Ouais. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Tu vois, nous, quand on a fait le on-stage et que les clients sont montés sur scène, ils sont montés sur une vraie scène de théâtre. On les a mis en situation où il y avait des lumières face à eux, ils ne voient pas le public. Ce qui est d'ailleurs assez étrangement, mais ça c'était un choix pour nous en interne, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des conférences. La plupart des conférences, c'est dans une salle d'hôtel ou je sais pas quoi, les lumières sont souvent allumées et tu vois quand même ton public. Mais là, on voulait les déstabiliser au sens que, non, tu es vraiment là pour raconter ton histoire. Le public il est là pour rebondir sur ton histoire. Donc, on voulait un peu les déstabiliser sur le fait que ouais, tu es vraiment face à un public comme dans un théâtre, avec des lumières à fond sur toi, des caméras, tu es entre guillemets le héros de ce moment-là. Mais on les a entraînés à faire ça. Est-ce que dans le contenu de son histoire, c'est mieux de mettre sa personnalité uniquement? Est-ce qu'on peut aller... Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité?
Est-ce qu'on peut déformer ou tordre un petit peu la réalité? Dans quel sens? Alors, c'est pareil, j'ai un copain, j'aime bien son expression aussi. Il dit faut quand même pas hésiter à habiller la mariée. Donc, ça veut dire que d'abord, je dirais, il faut aussi se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la réalité. Et là, t'as 4 heures, hein, parce que c'est un vrai sujet philosophique. Et donc, moi, je déteste les conférenciers qui mentent, et j'en connais. Moi, ça vient me chercher sur une notion d'intégrité. Et j'ai un vrai problème avec l'intégrité quand elle n'est pas respectée. Là, c'est pareil. J'aime bien la définition d'un de nos conférenciers là, qui dit l'intégrité, c'est quand tu fais les choses de la même manière quand tu te regardes ou quand on te regarde pas. C'est ça l'intégrité. C'est-à-dire que tu dois bien faire les choses quand on te regarde ou quand on te regarde pas. Ça veut dire que quand tu fais les choses, tu les fais pas parce qu'on te regarde. Et moi, j'aime bien cette idée-là de l'intégrité qui fait que tu es face à toi. Donc, quelqu'un qui va faire un mensonge, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Maintenant, quelquefois, pour que l'histoire marche un peu mieux, oui, on va habiller la mariée. Et c'est toujours ce que dit au client en disant « Allez, on s'autorise 10% d'exagération ou de transformation. » Mais pourquoi? Parce que des fois, ça va être plus simple de dire que dans telle aventure, j'étais tout seul, alors qu'en fait, j'étais avec un pote. Mais j'ai pas envie de parler du pote parce que ça ne sert pas à l'histoire. Tu vois, c'est pas au service de l'histoire. Donc, ça sert à rien d'en parler. Ce qui fait que je sous-entends que j'étais tout seul. Je vais pas forcément le dire, mais je sous-entends que j'étais tout seul. Je n'ai pas non plus dit que j'étais tout seul. Hein. J'ai pas non plus dit que j'étais accompagné. Mais j'habille l'histoire de sorte à ce qu'elle soit aussi beaucoup plus facile à raconter ou beaucoup plus facile à retenir. Et de quelle manière quand tu es dans le cœur du truc aussi, en train de te raconter ton histoire, tu peux t'adapter à ton auditoire, tu vois? Alors, il faudrait que tu précises un peu ta question. Ouais, savoir en fait, tu as préparé vraiment ton histoire, tu sais que ton audience, elle va vouloir ça dans ton histoire, cette partie-là. Tu penses en tout cas que c'est ça qui va vraiment les accrocher. Et puis tu commences à parler, tu sens que en fait, il y a plus d'intérêt sur autre chose. Tu vois, tu dis, ah non, en fait, j'ai mal calculé le truc. Ou alors, je voudrais que je mette l'impact peut-être sur autre chose. Alors moi, je vais te faire une métaphore ou une analogie. Si tu es en voiture, tu as une voiture ou tu conduis en voiture de temps en temps, tu es en voiture. Et puis, tu te dis, je vais passer par l'autoroute parce que là, il n'y a pas de péage ou le péage, il n'est pas très cher. Et puis, ça va me faire gagner du temps. Puis, tu arrives sur l'autoroute et tu vois que c'est gavé de monde. Et là, d'un coup, tu vois la sortie et tu dis, ouais, tout compte fait, j'ai aussi la possibilité de passer sur le, comment on appelle ça, la voie B, là, hein, route de campagne, quoi. Ouais. La route de campagne, quoi. Et ben là, tu vas arbitrer. Tu vas te dire, ok, c'est quoi l'enjeu? Je peux rester là, mais ça marche moins bien hein, parce que ça va rouler moins vite, il y a un bouchon, c'est bloqué. Et puis de l'autre côté, je vais peut-être pas pouvoir rouler à 130, mais par contre, je vais pouvoir rouler. Et peut-être qu'à ce moment-là, il vaut mieux que je vienne sur la route secondaire, profiter de la route secondaire, en plus du paysage du matin, donc tu as d'autres avantages. Tu dis, ok, je fais ça. C'est la même chose avec une histoire et avec un auditoire. Si tu racontes une histoire, moi, ça m'arrive souvent de raconter une histoire où tu vois que l'auditoire, il n'est pas accroché tel que tu pensais qu'il allait pouvoir l'être. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes, tu t'adaptes. Tu lui racontes autre chose. Tu crées plus d'interactions avec lui. Tu le questionnes plus. Tu fais plus de questions rhétoriques. Tu vas t'intéresser à lui. Moi, je suis beaucoup dans l'interaction dans mes prises de parole. C'est-à-dire, puis tu m'as vu sur scène avec Mika. Moi, je pose beaucoup de questions au public. Donc, ça veut dire que le public interagit énormément. Mais il m'est arrivé de tomber sur des publics où les mecs voulaient pas parler, tu vois. Personne. Tu sais quoi, on va pas... je vais pas leur dire, ciao, vous me cassez les couilles, je me barre, toi. Je suis censé être là pendant 1 heure en moyenne, 1 heure et demie. Faut que je les occupe. Et que je les occupe de manière à quand même être un peu fier de ce que j'ai fait. Donc, ok, ils interagissent pas. C'est pas grave, je vais raconter d'autres histoires. Je vais trouver d'autres anecdotes, d'autres trucs, d'autres machins. Et puis, je retente. Et puis, des fois, en fait, il a fallu les dégeler un peu. Et puis, tout d'un coup, ça y est, ça s'ouvre. Puis des fois, il faut 1 ou 2 personnes qui prennent un peu le leadership sur le fait de répondre. Et alors là, après, c'est l'orgie, là, tout le monde s'y lance. Donc, c'est difficile de répondre de manière vraiment complètement figée sur voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais en tout cas, il faut savoir s'adapter. Et pour savoir s'adapter, c'est toujours pareil, c'est de l'entraînement et de la répétition. C'est à force d'avoir été devant beaucoup de public que tu te dis ça marche ou ça marche pas. Ouais.
C'est quoi les principales erreurs ou les fausses idées, les idées fausses qu'on peut se faire justement sur le storytelling? Donc tu parlais de l'improvisation versus la préparation, mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs? Le plus gros mythe, c'est le principe d'authenticité. C'est les gens qui me disent mais moi je veux pas me préparer parce que je veux être authentique face à mon public. Ok, super. Et t'as d'autres bullshit ou c'est juste le dernier là? C'est d'une bêtise monumentale de penser que l'authenticité, qu'on est authentique quand on se prépare pas. Parce qu'en réalité, le véritable enjeu de l'authenticité, c'est quand tu as dépassé le seuil de l'entraînement pour vraiment accéder à qui tu es, entraîné. Et là, tu as un niveau d'authenticité qui est exceptionnel. Alors que quelqu'un qui dit « moi je me prépare pas parce que je veux être authentique », en fait cette personne elle est pas authentique, elle est mal à l'aise, elle est maladroite, elle est mauvaise, elle sait pas quoi raconter et elle est surtout pas du tout captivante. Alors certes, elle pourra se dire « je suis totalement et 100% authentique parce que j'ai été moi-même », ouais, sauf que tu as fait chier tout le monde. Donc à un moment c'est dire « ok, arrête de te raconter des histoires, te préparer fait partie de l'authenticité ». Certes, comme, tu vois, quand tu as appris à conduire, j'imagine que tu tenais le volant en même temps que tu jouais avec les pédales, en même temps que tu regardais tes rétroviseurs. Les premiers temps, c'était pas simple de tout faire en même temps. Comme n'importe quel apprentissage, tu as un seuil qui est compliqué où tu as ce fameux inconsciemment compétent, c'est-à-dire que tu fais tout en même temps sans t'en rendre compte. L'authenticité, la véritable authenticité, c'est à ce niveau-là. C'est quand tu es arrivé à un tel niveau de inconsciemment compétent, c'est-à-dire que tu es compétent et tu sais plus comment, que là, tu redeviens véritablement authentique dans sa pureté. Et ça fait un bel orateur ou une belle oratrice. Parfait. Super, Franck. Écoute, on arrive un peu sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller aux gens qui veulent creuser un peu sur ce thème? Malheureusement, en France, il n'y a pas grand-chose. On n'est pas des très bons, on n'est pas des excellents spécialistes de la prise de parole. Donc, on essaye un peu de changer ça avec Vincent. Donc, ouais, ils peuvent venir. Nous, on fait beaucoup de choses gratuites dans Dealer d'Histoire. Tu vois, une fois par mois, on a un atelier gratuit qu'on fait sur Zoom. Ça, c'est pareil, il suffit de chercher un peu sur Internet et puis on nous trouve, ou tu donneras le lien si tu veux dans ta description. Mais ça, c'est facile de s'inscrire, de venir. Et en ressources, ouais, on essaye de donner dans un premier temps beaucoup de choses gratuites parce qu'on sait qu'on est dans un premier temps sur de l'évangélisation. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens à quel point c'est important d'avoir du charisme, d'avoir du leadership et de gérer... et de générer cette capacité à parler. Si on réussit à faire ça, c'est pareil, c'est une autre anecdote, mais moi j'ai essayé de faire comprendre à l'instinct de ma fille que si elle n'était pas bonne en maths, c'était pas grave du moment où elle savait raconter des histoires. Et forcément, ça, elle n'a pas compris, tu vois. Et parce qu'en France, on développe une intelligence en particulier, en priorité, qui est l'intelligence qu'on appelle logico-mathématique. C'est celle qu'on développe en premier à l'école. Avec l'intelligence de répétition, c'est-à-dire le fait d'être capable de bachoter, d'apprendre par cœur pour redire. Honnêtement, c'est pas ça que j'ai envie de développer en premier chez mes enfants. Moi, chez mes enfants, j'ai d'abord envie qu'ils soient captivants. Et aujourd'hui, tu les entends raconter des histoires, t'es mort de rire. Celui de 4 ans, un peu moins. Celui de 4 ans, bon, c'est pas toujours très facile de tout suivre. Mais on sent qu'il y a du potentiel. Et tu vois, la première fois où la petite, elle jouait avec son frère, et puis elle avait sa petite caméra, on lui avait acheté une petite caméra pour jouer avec son frangin, et puis lui, il faisait un lion ou un tigre, je sais pas bien, bon, peu importe les détails. Puis elle jouait, et puis à un moment, elle dit, et tout à coup, quand j'ai entendu ce mot-là, j'ai dit, ok, elle a compris. Elle a compris quoi? Que les rebondissements dans une histoire sont importants. Parce que quand moi, je la couchais le soir, j'inventais des histoires. Et donc, je lui disais, ok, ce soir, tu veux quoi? Et comme tu fais une glace, tu vois, tu sélectionnes, tu dis, je veux un peu de chantilly, je veux un peu de... tu sais, les vermis-sucres, là, les petits sucres au chocolat, tu veux un peu de coulis au chocolat, tu veux 2-3 glaces, tu veux un fond de je sais pas quoi, tu vois, un nappage, je sais pas quoi. Ben, tu vas faire ton histoire de la même manière. Et moi, le soir, elle me disait, ce soir, je voudrais une fée, un cheval, un dragon et une épée. Ok, ben amuse-toi avec ça. Et le lendemain, c'est, ce soir, je voudrais un château, je voudrais... Nous, on a la chance d'être à la campagne, donc on a des chevaux. Elle dit, je voudrais Olga, qui est un de nos chevaux. Une de nos juments. Je voudrais qu'il y ait Olga dans l'histoire. Et je voudrais monter Olga. Ah, ok. Et puis, je voudrais qu'il y ait un grand village pas très loin de là où on est. Ah, ok, d'accord. Et puis, en fait, elle mettait comme ça des éléments. Elle en mettait 3-4. Servait à rien vraiment d'en avoir trop. Et à partir de là, moi, je partais, je racontais une histoire. Et je commençais à les mettre sur mon téléphone. Et en fait, comme tous les enfants, ils aiment la répétition. Donc, le lendemain, c'est, je veux bien l'histoire d'hier. Ça, du coup, il faut la retrouver. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des notes. Parce que, tu sais, quand tu pars un peu dans ton délire, au bout d'un moment... Et donc après, tu vois, il y avait l'histoire de la princesse perdue.
il y avait l'histoire du dragon fou, il y avait, tu vois, plein de choses comme ça. Et ça, c'était des trucs que eux, ils kiffaient. Mais comme ils me voyaient inventer, ben, ça paraissait extrêmement naturel pour eux d'inventer. Donc moi, je les vois aujourd'hui quand ils jouent, ils inventent. Et c'est facile pour eux. Parce qu'ils ont cette impression que c'est normal, en fait, d'inventer. Que ça fait partie du quotidien. Et quand j'ai voulu écrire un bouquin là-dessus, je me souviens, les gens me disaient « Ouais, mais tu sais, quand on te rentre d'une journée de travail, on est bien content de trouver un bouquin, de le lire à ses enfants parce que ça nous évite de réfléchir. » Je dis « Bah ouais, mais on met pas les enjeux aux mêmes endroits. » Moi, j'estime que c'est une chance de pouvoir leur raconter des histoires et d'inventer ces histoires-là. Et comme ça a fait kiffer ma femme, après c'est elle qui a commencé à le raconter. Là, elle est même en train de préparer une suite de petits bouquins à partir de son personnage principal. Alors je dirais pas lequel, hein, on va garder ça secret. Mais elle a créé un personnage principal que les enfants ont surkiffé. Et elle se dit, bah, y a sûrement un truc à faire autour de ce personnage-là pour faire une suite en fait de petites histoires, parce que les gamins ils ont trouvé ça génial. Mais on l'achète. Alors là, c'est pas la bibliothèque ici, c'est plutôt la bibliothèque qui est devant moi, mais on a plein de bouquins pour les enfants qui sont là, qu'elle a achetés. Ouais. Je te serais incapable de compter le nombre de fois où les enfants finissaient le livre en disant so what ? C'est-à-dire, il se passe quoi après hein. Ce qui est quand même désolant. Ouais. Ça se termine comme ça ? Ah ouais, d'accord. Ouais, ok, super. Et donc, quand on lisait ça aux enfants et qu'on voyait en fait la déception, parce qu'à la fin de l'histoire, c'était ouais, et après ? Ah ben non, mais après c'est la couverture, c'est la 4e de couverture. Ah oui, ah non, il n'y a plus rien, d'accord. Bon, du coup, on a inventé quelque chose, parce qu'on se rendait compte que même les bouquins, même certains qui se vendent, hein, et se vendent très bien, hein, parce que là, il suffit de demander au libraire, en fait, les histoires, elles sont vraiment pas exceptionnelles. Ils prennent vraiment les enfants pour des idiots, en fait. Ils font des histoires qui ont à peine un début, un milieu, une fin, tu vois. Et la fin, des fois, elle tombe comme... parce qu'il faut qu'elle tombe, tu vois. Et ça, les enfants, ils le repèrent et ils aiment pas. Et c'est vrai que quand ils sont habitués, tu sais, c'est comme le fait maison. Hein. Quand tu es habitué à du fait maison et que tu vas chercher du surgelé, ça te fait chier, tu vois. Ouais, c'est plus pareil. Moment, tu dis, c'est quand même pas super terrible, tu vois. Ouais. Par contre, quand tu as du fait maison, là, ça te fait kiffer. Mais c'est un peu pareil avec les histoires. Quand tu fais du fait maison, les histoires, elles sont vraiment meilleures. Elles sont bien plus intéressantes. Et puis avec un papa comme toi, en plus, j'imagine qu'ils ont un sens critique, un regard critique aussi très aiguisé par rapport justement à la structure d'une histoire, etc. Par rapport, c'est difficile de leur faire l'histoire. C'est surtout en grandissant, le petit un peu moins, parce que bon, il a 4 ans encore une fois, mais à 8 ans, elle commence à être un peu plus aguerrie sur ce qui marche, ce qui marche pas. C'est assez rigolo. Là, elle vient de me faire un poème, là, juste à l'instant, là, juste avant qu'on commence le podcast. Elle vient me voir, elle me fait je t'ai écrit une lettre et tout ça. Et t'as vu, je me suis amusé à faire des rimes à la fin, c'est rigolo et tout ça. Et dans son histoire, il y avait un truc qui était rigolo, quoi. Tu vois, ça marche. Et forcément, juste après, c'est tu crois que je peux faire un peu de console ? Ah ouais, d'accord. Tu viens de casser le truc là. Je suis juste en train de me demander pourquoi tu as écrit le poème. Est-ce que c'est pour avoir le droit de faire de la console ou pas ? Et puis bon, je m'en fous, après c'est rigolo. Et puis même dans l'absolu, je serais presque même fier de ça. C'est de me dire, elle est maline, ça veut dire qu'elle a compris, et puis de toute façon on le sait parce qu'on voit comment elle agit, c'est qu'elle a compris qu'effectivement, la vie, elle est comme ça. Alors après, il y en a plein qui vont me sauter dessus en me disant, oui, mais c'est pas bien de leur apprendre, le donnant, le machin, ta gueule, le monde, il fonctionne comme ça. Donc, me fais pas chier, tu vois, le monde fonctionne comme ça. Autant qu'elle soit bien préparée à le faire et qu'elle soit dans le respect de le faire, c'est-à-dire que ce soit pas de l'abus, mais qu'elle comprenne les règles du jeu le plus tôt possible, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Après, chacun fait ce qu'il veut et chacun voit midi à sa porte. Hein, voilà. Mais comme tu dis, le storytelling, c'est un truc qui va devenir très fondamental comme soft skills pour les enfants, pour qu'ils soient armés. Ah, mais moi, je rêverais qu'on ait des cours de narration à la maternelle, à la primaire, et jusqu'au lycée, quoi. Qu'on apprenne. Tu vois, aux États-Unis, ils ont l'habitude. Alors, eux, ils sont beaucoup plus branchés débat. Mais par exemple, ce qui est intéressant dans leur cours de débat, c'est qu'ils doivent débattre sur pour ou contre, mais sans choisir le pour et contre. C'est-à-dire que des fois, ils doivent défendre le pour alors qu'ils sont contre. Et c'est intelligent. Pourquoi ? Parce que ça oblige ton cerveau à s'ouvrir, en fait. À s'ouvrir à quoi ? À des arguments différents de ce que toi, tu penses. Donc, automatiquement, à créer un esprit critique de « je suis capable de défendre un truc auquel je ne crois pas ». Évidemment, par définition, à part le mec doué ou la personne douée, ce sera plus difficile de défendre un truc auquel je ne crois pas parce que justement, j'y crois pas. Et comme on a vu tout à l'heure, c'est quand même l'intention qu'on a, c'est-à-dire si moi-même j'y crois, je vais normalement être un petit peu plus performant. Sauf si j'ai un talent un peu inné de caricaturer, un jeu d'acteur, un jeu qui me fait passer pour, je devrais être meilleur.
Mais nous, on n'a pas du tout ça. Moi, une fois, j'ai fait un débat dans un cours sur toute ma scolarité. Et j'ai eu une scolarité jusqu'au Master 2. Donc, j'ai deux masters. Donc, j'ai fait, je sais pas, 18 ans de... Ouais, je sais pas combien d'études, mais c'est un truc de fou. Ouais, non, ça faut que ça vienne d'une initiative de chacun, je pense, hein, malheureusement. C'est évident que l'État... non, ils feront rien là-dessus. Ça, c'est... Malheureusement, ils feront rien là-dessus. Ouais. Voilà. C'est top. Franck, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent entrer en contact? Dealer d'histoire, dealer au singulier, d'histoire sans l'apostrophe, dealer d'histoire, histoire avec un s.com, dealerd'histoire.com ou alors francmarchex.com, et puis ils trouveront tout plein d'informations sur ce qu'on fait, sur comment on le fait, etc. Et puis toutes mes formations sont sur http s:/master.francmarchex.com. Là, il y a toutes les formations qui peuvent les intéresser, qui sont souvent avec des tarifs assez faciles d'accès. Parce qu'encore une fois, on est dans un premier temps plutôt sur de l'évangélisation. Donc principalement en vidéo ou en audio. Donc ça, c'est des supports que j'utilise de plus en plus. Ça marche. Et on rappelle aussi la sortie de ton livre prochainement, hein, Comment devenir intéressant. Ouais. On mettra... fin août. Là, j'ai pas la date exacte, mais ça se rapproche parce qu'on est en train de finaliser le bouquin. Là, j'ai encore 2-3 coupes à faire pour qu'il soit dispo. Et normalement, fin août, le nouveau bouquin qui est... je suis bien content de ce que ça donne. C'est Martin Latulippe qui a fait la préface. Et Eric Blo, un ami qui est agent de conférencier, qui a fait la postface. Je l'attends, il faut juste qu'il me la fournisse à temps. Eric, Eric, si tu nous écoutes, il faut te bouger. Mais non, c'est cool. Ouais. Je suis vraiment content parce que j'ai bien bossé sur ce bouquin. C'est un projet qui a mis 7-8 mois avec la maison d'édition, donc c'est bien, c'est chouette. Enfin, moi, je l'ai écrit assez vite, même très vite, parce que je suis assez prolifique quand j'écris. Mais par contre, c'est le travail après de structuration, de restructuration qui est vraiment avec une maison d'édition qui est beaucoup plus long qu'en auto-édition. En auto-édition, t'écris, tu le vends, enfin, t'écris, tu le mets à disposition, ça va très vite. Mais c'est vrai que souvent, le produit est moins bien fini à cause de ça. Ça sera intéressant d'ailleurs, tu pourras comparer en termes de réception auto, parce que tu as eu les deux, du coup, auto-édition avec ça, voir si ça... Alors, moi, j'ai eu de l'auto-édition, j'ai déjà des bouquins en édition, enfin, j'ai un peu tout, j'ai un peu les deux. Mais c'est souvent ce que j'explique aux clients, c'est que ça va dépendre, en fait, de ta stratégie. Si tu veux te faire auto-éditer ou si tu veux te faire éditer, ça va dépendre de la stratégie que tu fais derrière. L'auto-édition, c'est vraiment pour avoir un livre disponible très rapidement. Mais par contre, tu n'auras jamais la force de frappe d'une maison d'édition qui fait que moi, mon bouquin, fin août, il va être dans toutes les librairies francophones dans le monde. Et ça t'as personne avec... Ou alors, il faudrait que moi, je développe un réseau, mais c'est hyper compliqué, il faut connaître les bonnes personnes et tout ça. Donc, c'est vrai que la maison d'édition, elle a une force de frappe que toi, t'as pas. Et puis même au niveau du travail, c'est-à-dire que moi, mon éditrice, elle a revu mon contenu, elle a restructuré le contenu, elle a fait en sorte qu'il soit encore plus cohérent que le manuscrit. Donc, automatiquement, ce travail-là, il est extrêmement intense, extrêmement intéressant pour améliorer le bouquin. C'est ce travail que je n'aurais jamais fait si j'avais dû auto-éditer mon livre. Si je l'avais auto-édité, il serait sorti avec sa première mouture. Et si aujourd'hui tu compares le manuscrit et ce qui va sortir au mois d'août, je ne vais pas dire le jour et la nuit, il ne faut pas exagérer. Mais en termes de sommaire, il y a énormément de choses qui ont été revues et améliorées grâce à mon éditrice, parce qu'en plus, elle a été formidable. Top. Écoute, j'ai hâte de recevoir ça. J'ai précommandé en tout cas, donc ça va être cool. Merci beaucoup Franck, à très bientôt. À très bientôt, amuse-toi bien, merci pour ton invitation. À plus, ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.